Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Nous l'avons fait, #deal. Grâce au portefeuille européen d'identité numérique, tous les citoyens européens pourront disposer d'une identité électronique sécurisée toute leur vie. C'est ce qu'a tweeté le commissaire européen Thierry Breton le 8 novembre dernier. Alors les membres du Parlement et du Conseil européen se sont réunis à ce moment-là pour discuter donc du cadre de l'identité numérique européenne. Un nouveau portefeuille numérique est en cours de développement pour permettre l'authentification dans l'accès aux services publics et aux services privés. Alors officiellement, il permettra de faciliter le partage et la signature électronique de documents. Donc le texte doit maintenant être approuvé pour devenir loi avec un vote prévu le 28 novembre prochain. Alors officiellement, cette identité numérique européenne favorisera juste l'authentification dans divers services et les citoyens européens seront munis d'un passeport numérique contenant sa carte d'identité, son permis et pourquoi pas un pass sanitaire. Alors tout sera numérisé et pour certains cela pose problème. Ils craignent que cette identité numérique fasse partie de l'arsenal technologique permettant une surveillance de masse et un crédit social à la chinoise comme nous avions vu avec la crise sanitaire. Pour en parler ce matin, nous sommes avec Virginie Joron. Bonjour Virginie Joron. Bonjour. Vous êtes eurodéputée Rassemblement National, vous êtes membre du groupe Identité Démocratie, vous êtes aussi membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19, leçons tirées et recommandations pour l'avenir. Alors le portefeuille d'identité numérique, on l'a vu donc Thierry Breton, un de vos collègues, qui s'est donc qui était très enjoué par ce nouveau deal comme il l'appelle. Pourquoi vos collègues des institutions européennes travaillent corps et âme pour instaurer ce portefeuille d'identité numérique ? Déjà, je vais revenir sur l'historique parce qu'il y a quand même un scandale autour de ce dossier. Le premier, c'est que ça a été débattu sans les parlementaires. Donc, je reviens sur la procédure. C'est vrai que c'est compliqué. Je sais que rien n'est fait pour que les gens comprennent comment fonctionne le Parlement, finalement. Donc, Thierry Breton, effectivement, comme d'habitude, depuis quelque temps, comme il est en campagne électorale, se félicite encore une fois de cette avancée. Ce qu'il oublie de dire, c'est que ce dossier a été négocié sans les parlementaires, puisque normalement, nous aurions dû avoir un débat autour de ce sujet. C'est très technique parce qu'en fait, ce dossier a été, étudié par différentes commissions, dont la mienne, le marché intérieur. On avait proposé à l'époque un avis, et c'est pour ça quand j'ai vu, c'était en 2021, que nous allions travailler sur le sujet, j'étais une des premières à avoir mis ce sujet en avant, puisqu'effectivement, comme vous l'avez annoncé, sous prétexte effectivement de boussole numérique, donc c'est ça l'énergie qui fait boussole numérique des institutions. Donc on veut faire passer tous les services publics dans une version digitale, d'où effectivement cette volonté d'un nouveau cadre concernant l'identité numérique. Et donc on l'avait vu dès le départ qu'il y avait un problème en matière de surveillance, puisqu'après on a eu l'exemple fin 2021 avec la mise en place du pass sanitaire. Donc effectivement, à l'époque, on avait déjà soulevé ce problème parce que notamment la notion d'option. C'est-à-dire que on nous l'a vendu, comme vous avez dit aussi officiellement, effectivement, c'est pour nous faciliter la vie, mais derrière, on voit bien que c'est vrai que c'est vendu sous forme d'option, ça reste facultatif, mais on l'a vu avec le pass sanitaire, ce qui était un outil de contrôle périodique a permis effectivement à certains États d'aller plus loin en mettant en place des mesures autoritaires. Donc il y a effectivement cette difficulté avec cette identité numérique européenne, effectivement en nous le vend avec une notion de facultative, gratuité, ouverte à tous, et on se rend compte au fur et à mesure, et c'est ça aussi qui est scandaleux, c'est que ce dossier, comme je vous l'ai dit, n'a pas été débattu. Ils ont fait la procédure, ça a été en commission, il y a eu des votes, donc par les différentes commissions. Ce dossier aurait dû partir en plénière avec un débat autour de cette question, comme on fait d'habitude. Et en fait, il y a eu une demande d'accélération du processus en demandant un mandat à la commission pour qu'ils aient tout de suite mis en place des réunions techniques. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, il y a eu ces réunions techniques, ça s'appelle un trilogue entre le Conseil, la Commission et le Parlement. Donc, le Parlement est représenté par une seule commission et pas les autres. Et donc, ils ont eu que des réunions techniques qui a abouti effectivement à un accord provisoire. Et ça sera pas voté. Alors, ça sera voté le 28 novembre, vous avez raison, mais c'est en commission qui a donc le pouvoir sur cette commission ITRE, qui a le pouvoir sur ce dossier.
mais en plénière, donc où tous les députés devront se manifester et sans doute, et j'espère qu'il y aura un débat, ça sera au mois de février, d'accord? Parce que là, en fait, ils ont mis la charrue avant les bœufs. Ils se sont rendus compte que c'est un dossier très technique. Le problème, et c'est pour ça qu'il y a eu une lettre de différentes ONG sur la réforme de cette identité numérique, des ONG qui sont experts en cybersécurité, qui n'ont pas été... Normalement, quand tu as un dossier aussi technique, on fait appel, il y a des auditions, il y a des études d'impact, et là, il n'y a pas eu d'appel à différentes autorités pour parler du sujet. Donc, ça a été fait sans débat parlementaire, ça a été fait sans des experts en cybersécurité, et puis d'autres ONG, et puis d'autres experts en la matière. Ils ont fait ces accords techniques entre eux, et là, donc, effectivement, les ONG critiquent, parce qu'on n'a pas le texte encore. Hein. Surtout, souvent, ces textes qui sont très techniques sont en anglais, donc ça aussi, ça pose problème. Et aujourd'hui, on a des difficultés à obtenir ce texte. Et ce qu'ils ont constaté, ces ONG, donc il y a une lettre, hein, vous pouvez le voir, c'est assez intéressant, ça reste toujours très technique, mais eux soulèvent, par leur expertise, le problème d'un article qui, en fait, donne trop de pouvoir au gouvernement différents, notamment qui vont surveiller à la fois les propres citoyens, les résidents de l'Union européenne, en leur fournissant les moyens techniques d'intercepter le trafic web crypté. Donc ça leur pose problème. Donc là, du coup, on va poser des questions à la Commission, mais c'est toujours pareil. Ils sont pas obligés de nous répondre, mais on voit bien qu'effectivement, ce sujet qui est quand même un outil qui, quand on le voit, est mis dans les mains d'un État autoritariste et qui, sous prétexte de crise, met en place, on l'a vu avec le pass sanitaire, pose question, et vous l'avez dit en préambule, on suit peut-être le modèle du crédit social à la chinoise. Et ça pose problème. Alors justement, on reviendra là-dessus sur ce crédit social à la chinoise. Moi, je voulais parler de Thierry Breton qui a véritablement dit que tous les citoyens pourraient disposer d'une identité électronique sécurisée. Il y a aussi un tableau de bord de la vie privée qui vise à donner aux utilisateurs un contrôle sur leurs données. Vous pensez que c'est véritablement sécurisé, c'est-à-dire que, ou alors où vont nos datas dans ce cas-là, c'est-à-dire notre carte d'identité, notre permis et des informations finalement intimes? C'est le problème effectivement de la conservation des datas. On voit bien, et c'était une des questions que nous avions soulevées, on voit bien que la plupart des data centers sont malheureusement pas sur le sol du territoire de l'Union européenne, et souvent sont sous des sociétés américaines, et on le sait bien, quand on a affaire à ces datas qui sont sous drapeau américain, les données, elles ne restent pas ici dans l'Union européenne, et puis on le voit bien, c'est de l'or, les datas. Les données sont de l'or, et du coup, on voit bien on le voit encore avec Facebook, ces sociétés qui conservent nos données, on n'est pas sûr effectivement qu'ils les revendent à d'autres sociétés. Et ça, c'est vrai que c'était un des propositions que nous avions faites. On veut que nos datas restent dans l'Union européenne avec des sociétés européennes et nous, Français, évidemment françaises. Donc ça, c'est le premier point. Ce que soulèvent ces experts en cybersécurité, c'est que eux aussi, en étant exclus par le fait que ce soit le gouvernement qui contrôle appellent ça les trafics web cryptés, donc les clés, vous savez, les certificats de sécurité. Donc ça leur pose problème parce que du coup, ils ne pourront plus, eux, en étant tiers, contrôler aussi ce que fait les entreprises et aussi surtout le gouvernement. Donc effectivement, difficulté notamment en termes de sécurité des données. Et puis, c'est vrai que c'est un marché qui est ouvert maintenant aussi aux entreprises privées. Alors, c'est vrai que ce sont des entreprises privées qui vont être labellisées par chaque État membre, mais encore une fois, aujourd'hui, il manque de transparence parce que nous n'avons pas les listes. On a appris qu'il y avait des marchés d'offres publiques qui ont été faites, mais pareil, nous n'avons pas aucune trace de ces marchés. Ces marchés publics. Donc, effectivement, tout ça pose problème et on le sait bien. Comme je l'ai dit, les data, c'est de l'or et ça, c'est souvent mis, et on le voit, pour des sociétés privées qui vont l'utiliser pour faire du ciblage publicitaire. Et après, on le voit bien aujourd'hui quand vous utilisez votre téléphone, une simple discussion va vous ramener après à des publicités que forcément que nous n'avions pas l'intention de voir. Donc oui, ça pose problème en matière des données, de nos données. Et moi, je le dis encore, c'est la surveillance généralisée.
C'est la on le surveillance. voit. Allez-y, c'est sur la surveillance généralisée. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce que c'est? Parce que, donc évidemment, il y a la comparaison avec ce qui s'est passé pendant la Le pass crise sanitaire. du Covid et le pass Mm. sanitaire. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que c'était un moyen technologique qui permettrait de faciliter des choses, qu'on n'était pas obligé de l'avoir. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était indispensable. Enfin, en tout cas, pour vivre normalement. Et en plus, il ne se cache pas de dire que c'est l'outil phare qui a permis de juguler la crise sanitaire. Ils s'en servent évidemment comme faire valoir pour la mise en place de ce QR code d'identité numérique. Parce qu'en fait, ils l'ont utilisé, vous le voyez bien maintenant, cet outil, ils l'ont transféré à l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, pour les futures pandémies. Donc ils ont utilisé cet outil qui était une phase de test pour savoir comment effectivement entre États membres, ils allaient mettre en place ce QR code. Et donc à partir de ce test, ils vont maintenant le mettre en place de manière généralisée avec, ils appellent ça une ouverture à d'autres services. Donc effectivement, ce qui est alertant, c'est que dans ce pass d'identité numérique européen, les premiers dispositifs que l'on pourra mettre à l'intérieur de ce portefeuille, c'est tout ce qui concerne nos données de santé, donc qui concerne surtout la vaccination, les diplômes, et j'ai envie de dire les diplômes, ça pose pas de problème en soi, si ce n'est que je pense que c'est pour noyer le poisson parce qu'ils ont bien vu qu'on a tous tiqué sur les données de santé, aussi l'euro numérique, donc la banque. Le permis de conduire, je reviens dessus parce que le permis de conduire, il y a aussi en parallèle la mise en place d'un nouveau permis de conduire digital au niveau européen où on veut uniformiser tous les permis de conduire, notamment le permis à points, le fait qu'il soit digitalisé, ce qui veut dire avec aussi une demande de tous les 10 ans demande une revalidation du permis de conduire, ce qui n'était pas le cas pour les permis de conduire version papier. Donc on est dans cette énergie où on veut faire basculer effectivement tous les services publics via des moyens de reconnaissance d'identité nationale sur un outil digital, donc le portefeuille d'identité numérique. Donc on a, sur le fond, pourquoi pas, si ça reste gratuit, si ça reste facultatif, parce qu'il faut pas oublier, moi je veux bien, mais quand on prend encore le train, où on va dans des endroits en France, il y a encore des déserts, des zones blanches. Hein, donc le service, la 5G, ça n'existe pas encore en France partout. Donc il y a aussi une rupture d'égalité entre les citoyens français qui voudraient avoir accès à ce dispositif. Parce que ce qui reste encore pour nous fondamental, c'est la liberté de choix d'aller ou pas dans ce moyen digitalisé pour reconnaître nos identités et pour l'utiliser, par exemple, quand on veut se déplacer dans un État ou un autre. La difficulté qu'on voit avec ce portefeuille, et même si c'est pas dit tout de suite, c'est que tous ces éléments qu'on peut intégrer dans ce portefeuille, notamment les factures d'électricité, nous indiquent que c'est un moyen de contrôle à terme, puisqu'on l'a vu, comme je le répète encore une fois, et le disent pour la mise en place de cet outil, le meilleur moyen, ça a été le pass sanitaire pour juguler la crise sanitaire. Donc si demain, nous avons des problèmes d'électricité, des ruptures de courant, ou on l'a vu l'année dernière en Suisse, c'est ce qu'ils avaient demandé à leurs citoyens de ne pas utiliser leur voiture électrique, on le voit bien que si on va sur ce chemin, la conséquence pourrait être effectivement de nous contrôler à distance avec toutes les données qui sont sur ce passeport. Ça sera facile, on aura le permis de conduire, on aura notre carte d'identité, on aura nos factures d'électricité, on aura notre carte d'immatriculation, on saura exactement qui fait quoi, comment. Et j'ai envie de dire, ça rentre aussi dans cet outil, je l'oublie, il faut pas que je l'oublie, cet outil rentre aussi dans la notion de Smart City. Je sais qu'on n'a pas encore trop parlé de ce sujet, parce qu'on n'est que sur les... on n'est qu'au début de la mise en place aussi de la notion de Smart City. C'est des villes de moins de 15 minutes où, pareil, les collectivités sont en train de mettre en place en train de mettre en place une ville 3D, j'ai envie de dire, où on voit tous les services numérisés. Et là, on pourra voir les citoyens qui auront accès facilement à tous ces services publics. Et du coup, ça permettra, avec le portefeuille d'identité numérique, de rentrer dans cette nouvelle société Smart City où tout sera connecté et tout sera contrôlé avec des caméras. Et ça, c'est donc la société idéale de votre collègue Thierry Breton. Merci. Ah, mais oui, voilà. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Et puis, je sais qu'on pourra en parler des heures et je suis à votre disposition parce que c'est pas des dossiers faciles et on est là pour vous et vous éclairer, même si
j'ai pas matière aussi comment dire, à avoir toute cette expertise. Mais si je peux vous donner tous ces éléments, c'est avec plaisir. Bah écoutez, évidemment, on reviendra vers vous parce qu'on va continuer à en parler malheureusement jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février. Jusqu'au 2 février, on peut encore en parler, même après. Mais c'est vrai que c'est le moment d'en parler, d'alerter les gens, parce qu'il y a encore, on aura moyen de déposer des amendements jusqu'à ce moment précis. Et c'est un sujet grave, vous avez raison d'en faire un de vos combats phares. Merci Virginie Joron, je rappelle que vous êtes eurodéputée RN et membre du groupe Identité et Démocratie. Merci à vous.